Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Scott Ritter. Scott est un ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis, ancien inspecteur des armes pour la Commission spéciale des Nations Unies, auteur et commentateur. Scott, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Scott, welcome back to India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voulais commencer par vous demander votre évaluation du conflit en cours entre l'Iran et l'Alliance États-Unis-Israël. Eh bien, tout d'abord, c'est un conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais je suppose qu'il était inévitable qu'il se produise. Ce n'est pas simplement une répétition de la guerre de 12 jours. C'est une guerre existentielle pour la survie. Et les enjeux sont aussi élevés qu'ils peuvent l'être. Il n'y aura qu'un seul vainqueur dans cette guerre. Et à l'heure actuelle, d'après ce que je vois, l'Iran semble être en bonne voie pour l'emporter. Cela signifie que les États-Unis seront vaincus, humiliés et contraints de se retirer du Moyen-Orient. Israël sera laissé seul, et les États arabes du Golfe devront débarrasser leur sol des bases militaires américaines. Maintenant, certains diront que c'est une utopie, mais je vous mets au défi de me contredire sur quoi que ce soit de ce que je viens de dire. Si vous êtes l'émir de l'un des États arabes du Golfe et qu'on vous a promis la garantie de la sécurité américaine, et que vous regardez vos villes, vos ports et vos aéroports partir en flammes sans que les États-Unis puissent y faire quoi que ce soit, prouvez-moi le contraire. Si vous êtes l'émir de Bahreïn, voyant la population chiite se soulever dans les rues et menacée de vous renverser, prouvez-moi le contraire. Si vous êtes le roi d'Arabie Saoudite, regardant vos champs pétrolifères de l'Est en feu, prouvez-moi le contraire. Si vous êtes l'émir du Qatar, observant vos champs de gaz naturel liquéfiés incapables de produire, prouvez-moi le contraire. Si vous êtes un producteur d'énergie au Moyen-Orient, incapable d'exporter votre énergie par le détroit d'Ormuz, prouvez-moi le contraire. Si vous êtes Israël, voyant vos villes bombardées chaque jour, chaque heure, prouvez-moi le contraire. Et regardez l'Iran. Ils ont perdu l'ayatollah Ali Khamenei, et tout ce que cela a fait, c'est les renforcer. Il n'y a pas de gens dans les rues réclamant le renversement du gouvernement. Le peuple iranien se rallie à sa nation, et il a montré qu'il est plus préparé à cette guerre que quiconque. Alors, prouvez-moi le contraire. Je sais que ce n'est pas une position populaire à adopter, mais c'est une position fondée sur les faits. Elle repose sur des années d'analyse géopolitique et militaire. À moins qu'un changement fondamental n'intervienne dans la manière dont cette guerre est menée, les États-Unis et leurs alliés seront à court de munitions d'ici quelques semaines. L'Iran, lui, ne manquera pas de munitions. Prouvez-moi le contraire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les stocks de munitions? Il y a des rapports faisant état d'environ 3 000 à 8 000 missiles pour l'Iran. Les analystes affirment également que les drones iraniens en particulier, mais aussi les missiles, sont moins coûteux et plus rapides à produire que les systèmes d'interception et de défense antimissiles américains, qui sont bien plus onéreux. Pourriez-vous donc nous donner une idée plus précise des stocks de munitions et de la puissance militaire des deux camps? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que les Iraniens se préparent à ce conflit depuis des années. Donc, il ne s'agit pas seulement de la nécessité de produire. En réalité, je ne pense pas que les Iraniens produisent quoi que ce soit en ce moment. Je pense que leurs capacités de production ont été évacuées des installations et cachées,
car ils reconnaissent l'inévitabilité de la destruction physique de ces sites. Mais on peut toujours couler du nouveau béton. On ne peut pas remplacer les équipements. Donc si les équipements sont en lieu sûr, les États-Unis et Israël bombarderont des installations vides. Cela signifie que l'Iran ne compte pas sur des armes qui doivent encore être produites. Ils les ont déjà produits et stockés. Ils ont déjà pris en compte l'attrition. Ils ont fabriqué les drones de la série Shahed, qui, étonnamment, se sont révélés très efficaces contre des cibles partout. Ils ont également produit des missiles avancés. Ils disposent de stocks de missiles plus anciens et d'une stratégie pour les employer de manière optimale. Les Iraniens ont déjà construit tout cela, donc c'est un coût irrécupérable. C'est fait. Mais cela ne les a pas ruinés d'ailleurs. Les États-Unis, qui sont le principal fournisseur d'intercepteurs, par exemple, les Émirats arabes unis auraient acheté pour 2 milliards de dollars d'intercepteurs de missiles, et ils n'en ont plus. Fini, terminé, disparu, zéro. Et qui les remplace? Il n'y a actuellement aucune chaîne de production en fonctionnement pour les remplacer. Les États-Unis ne sont pas passés en mode de production de guerre. Nous avons déjà mis à rude épreuve tout le système en fournissant des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Et maintenant, le Moyen-Orient a épuisé ses stocks. Il ne reste plus rien à remplacer. Les États-Unis eux-mêmes ont dépouillé d'autres théâtres d'opération. Je veux dire, quand le président doit dire « Nous avons beaucoup de munitions partout dans le monde », ce qu'il dit vraiment, c'est « Dommage trop tard, Corée du Sud et Japon, nous prenons les missiles qui étaient censés vous défendre. Désolé, Taïwan, ces missiles sont partis aussi. Et l'Europe, désolé, nous prenons également ces missiles. » Vous savez, voici la réalité. L'Iran tire un drone qui coûte environ 20 000 $ à produire, et nous l'abattons avec 3 missiles intercepteurs qui coûtent chacun entre 3 et 4 millions de dollars. Je ne suis pas un génie, je suis juste un simple marine. J'ai déjà du mal à équilibrer mon propre chéquier à la maison. Mais c'est une équation de coûts qui ne sera pas tenable. Et c'est un fait. Le point le plus important à souligner, c'est que l'Iran s'est préparé à cette guerre. Il a déjà construit toutes les armes qu'il compte utiliser. Les États-Unis, eux, ne s'y sont pas préparés. En réalité, les États-Unis ont été avertis dès janvier par Israël et l'Arabie saoudite de ne pas déclencher cette guerre, à moins d'être capables de la terminer et d'en garantir l'issue. Mais nous avons tout de même commencé la guerre. C'est une guerre de changement de régime conçue pour renverser le gouvernement de la République islamique d'Iran. Mais nous n'avons pas les ressources suffisantes. Et comme nous l'avons vu, nos rêves de ce que constitue une décapitation ne constituent rien. Parce que les planificateurs semblent croire que l'Iran fonctionnait comme une dictature d'un seul homme. Ali Khamenei, c'était lui. Et lorsque vous retirez le guide suprême, le système disparaît. Ce qui signifie qu'ils n'ont jamais lu la constitution iranienne et qu'ils n'ont aucun respect pour l'Iran en tant que république constitutionnelle. Au lieu de s'effondrer, l'Iran a immédiatement suivi la voie que la Constitution prescrit. Le président, le chef du pouvoir judiciaire et un juriste nommé par l'Assemblée des experts ont formé un comité d'urgence qui exercera les fonctions du guide suprême jusqu'à ce que l'Assemblée des experts désigne un nouveau guide suprême. Et il semble que d'ici mercredi de cette semaine, il y aura un nouveau guide suprême. Le pays et le peuple se sont rassemblés autour de la République. Ainsi, non seulement il n'y a pas eu de décapitation, mais le gouvernement est désormais plus fort que jamais, ce qui signifie que l'objectif principal de mettre fin au régime iranien a échoué. En réalité, cet échec a commencé dès les tout premiers missiles qui ont frappé Téhéran. Les 6 premiers missiles ont tué Ali Khamenei, sa petite fille de 14 mois et d'autres personnes. Nous avons tendance à dire que ça signifie que nous avons gagné cette guerre.
En fait, cela signifie que nous l'avons perdu, car nous n'avons pas atteint ce que nous voulions accomplir. Nous avons obtenu exactement le contraire. Si cette situation est déjà si révélatrice au troisième jour seulement, je me demande ce qui a poussé les États-Unis à attaquer en premier lieu. Était-ce un malentendu total concernant la structure complexe des forces et de l'administration iranienne et leur fonctionnement, en supposant que l'élimination d'un dirigeant entraînerait une sorte de soulèvement et un changement de régime, entre guillemets? Ou bien, est-ce l'hubris des généraux américains qui surestiment leur puissance? Ou encore une défaillance du renseignement? Qu'est-ce qui a conduit à cette attaque, si dès le troisième jour, tout est déjà si révélateur? Eh bien, ce que nous savons, c'est qu'il existe un niveau d'ignorance sans précédent au sein de la haute direction des États-Unis à propos de l'Iran, sur ce qu'est l'Iran, qui sont les Iraniens, ce qu'est la République islamique et quel rôle l'islam joue dans la société iranienne. Lorsque Jared Kushner, représentant la moitié de l'équipe de négociation, rencontre la diaspora iranienne aux États-Unis pour créer un comité chargé de choisir le prochain dirigeant de l'Iran, alors qu'il négocie, soit dit en passant, avec les Iraniens sur la résolution du programme nucléaire. Cela, en quelque sorte, prouvait à l'époque que nous n'étions pas sérieux au sujet des négociations. Mais c'est une autre question. Mais le fait que nous nous tournions vers la diaspora pour obtenir des conseils sur ce à quoi ressemblera l'avenir de l'Iran montre que nous ne comprenons rien, car la diaspora est composée de personnes qui sont soit les descendants, soit les individus mêmes qui ont fui l'Iran à la fin des années 1970, lorsque le Shah d'Iran, Reza Shah Pahlavi, a été renversé par la révolution islamique. Et ces personnes ne connaissent rien de l'Iran. Elles n'ont aucun soutien en Iran. Et pourtant, nous les écoutons et nous les croyons parce que nous sommes victimes de notre propre ignorance délirante à propos de l'Iran. Nous détestons tellement la République islamique que nous nous permettons d'ignorer le fait qu'elle est la démocratie la plus efficace et la plus fonctionnelle du Moyen-Orient. Je vais le redire une fois de plus pour que le public comprenne bien ce que je veux dire. La démocratie la plus efficace et la mieux fonctionnelle du Moyen-Orient est la République islamique d'Iran. Et si vous ne le reconnaissez pas, eh bien j'ai toujours dit qu'on ne peut pas résoudre un problème sans d'abord le définir correctement. Si nous définissons le problème de l'Iran comme une dictature, où l'élimination du guide suprême signifierait l'effondrement du régime, alors nous n'avons pas de solution, car nous avons mal défini le problème. Il y a donc cette ignorance. Or, cette ignorance devrait être surmontée par une communauté du renseignement dont la mission est d'informer précisément les dirigeants. Mais notre communauté du renseignement est devenue durablement paralysée par la politisation du processus de renseignement. Nous avons vu ce cancer infecter la communauté du renseignement à l'époque précédant la guerre d'Irak, dans les années 1990, alors que nous fabriquions un dossier pour justifier le maintien des sanctions économiques contre l'Irak sur la base des armes de destruction massive. Nous avons échoué à reconnaître le rôle joué par les inspecteurs en armement des Nations Unies, dont je faisais partie, dans le désarmement de l'Irak. Au lieu de cela, nous avons fait semblant que l'Irak avait reconstitué une capacité d'armement et représentait une menace, et nous sommes allés en guerre. La communauté du renseignement, au lieu de dire à ses supérieurs ce qu'ils avaient besoin d'entendre, la vérité, leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. Ce n'est pas le rôle d'un officier du renseignement. Et depuis, la communauté du renseignement est infectée par cette maladie, la maladie de la politisation. Nous avons donc maintenant un président américain qui veut absolument faire la guerre à l'Iran, cherchant n'importe quelle justification et un soutien aux théories fondamentalement erronées
qui sous-tendent cette campagne militaire. Et la communauté du renseignement, au lieu de lui dire la vérité, lui ment. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, a essayé de dire la vérité sur le programme nucléaire iranien. Elle a témoigné devant le Congrès disant la vérité. Mais lorsque le président a été confronté à cela, il a dit « Elle a tort, je tiens mes informations d'une autre source. » De qui? C'est votre directrice du renseignement national. Il n'y a personne d'autre, personne au-dessus d'elle, ce qui signifie qu'il obtient ses informations d'Israël. Voici donc l'autre problème. Israël corrompt fondamentalement le processus d'élaboration des politiques ici, aux États-Unis. Enfin, vous avez mentionné les généraux. Là, je vais vous contredire. Les militaires américains sont des professionnels. Vous parlez à l'un d'eux. Quand je suis parti en guerre, je vous ai battu parce que j'étais meilleur que vous. J'étais meilleur que vous parce que j'étais professionnel, parce que j'étais préparé, parce que je vous avais étudié. Je m'étais étudié moi-même. Je connaissais mes faiblesses. Je connaissais mes forces. Je connaissais vos faiblesses. Et je faisais tout ce que je pouvais pour vous atteindre et vous détruire par la puissance de feu et la manœuvre. Et si je ne pouvais pas accomplir la mission, j'étais assez honnête pour dire à mon supérieur, je ne peux pas faire ça avec les ressources disponibles, parce que mon travail n'était pas de faire de la politique. Mon travail était d'exécuter un plan Simber-Perd. Et aujourd'hui, les généraux ont dit à ce président qu'ils ne peuvent pas accomplir la mission de la manière dont il veut qu'elle soit menée, ni dans le délai qu'il exige, ni avec les objectifs qu'il fixe. Ils ont clairement déclaré « Nous n'avons pas les ressources pour faire cela ». Le directeur de l'état-major interarmé a été renvoyé parce qu'il a insisté sur ce point. Au moment où nous parlons, il semblerait qu'une révolte de généraux soit en cours au Pentagone, et il pourrait y avoir des démissions massives, selon certaines sources d'information, car ces personnes disent « Nous essayons de vous expliquer, Monsieur le Président, que ce que vous voulez accomplir, ce que votre secrétaire à la guerre présente comme un dogme religieux, n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que Pete Hegseth le dit que cela devient vrai. » Il y a une réalité dure ici. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour accomplir ce que vous voulez dans le délai requis. Donc je ne blâme pas l'armée. L'armée doit obéir aux ordres légitimes. Même si vous dites au président « Nous ne pouvons pas faire cela », si le président dit « Faites-le », alors vous devez le faire, à moins que ce ne soit inconstitutionnel. Il n'existe aucun cadre juridique en droit international pour mener cette guerre, car le Congrès a éludé ses responsabilités constitutionnelles en matière de déclaration de guerre. Le président a assumé une autorité exécutive unilatérale que la Cour suprême n'a pas contredite, et les généraux doivent obéir aux ordres légitimes qu'ils reçoivent, même s'ils savent qu'en leur obéissant, ils vont perdre la guerre. Compte tenu de cette ignorance au sein de la classe politique et de la politisation des hauts gradés, y compris de la communauté du renseignement, etc., ainsi que du manque de remontée d'informations, disons, des généraux et de l'armée vers la classe politique. Et j'ajouterais, étant donné que l'Iran a officiellement déclaré ne pas être disposé à négocier à ce stade parce qu'il veut poursuivre sa vengeance, quelle pourrait être une issue? Si vous faisiez partie de la classe politique américaine, insisteriez-vous et continueriez-vous sur cette voie? Parce que Pete Hegseth et le général Dan Kane ont dit que non, il n'y avait pas de troupes en Iran à ce stade, mais que toutes les options restaient ouvertes. Qu'en pensez-vous? Quelle pourrait être une issue pour eux ou la voie qu'ils suivraient? Toutes les options sont sur la table. Je rappellerai à ces deux messieurs que, vous savez, Pete Hegseth me fait vraiment rire. Secrétaire de la guerre, même si ce n'est pas un terme légal,
il est le secrétaire à la Défense. Dans son discours plutôt embarrassant devant environ 800 généraux et amiraux en octobre dernier, je crois que c'était à Quantico, en Virginie, il a dit que son guerrier idéal était un capitaine en 1993 ou un sergent-chef en 1993. Et la raison, a-t-il expliqué, c'est que pour devenir capitaine en 1993, il fallait s'être engagé au début ou au milieu des années 1980 et avoir suivi une formation dans une armée conçue pour gagner des guerres. Et c'est la même chose avec le sergent d'état-major, le grade E6. Tu étais là en tant que soutien des troupes. Pete Hegseth me décrivait, parce que je suis cette personne, c'est mon grade à l'époque où j'y étais. C'est ma base d'expérience, mais littéralement toi, littéralement moi. Et je rappellerai à Pete Hegseth que contrairement à lui, moi j'ai gagné une guerre. Lui non, il en a perdu 2 et il est sur le point d'en perdre une 3e. Mais tu sais, je suis l'incarnation de la norme professionnelle que Hegseth met en avant. Et donc ce que je vais lui dire, c'est qu'on ne gagne pas les guerres avec du vent et des mots. On les gagne en étant préparé. By bluster and by words. You win it by being prepared. Repeat your question. Répétez votre question parce que je me suis tellement replongé en 1993 que je l'ai oublié. Rappelez-moi simplement quelle était votre question. Ouais, juste la sortie pour « Oh, la sortie, une voie de dégagement ». La sortie, c'est toujours la victoire. Je veux dire, on n'entre pas en guerre en prévoyant de perdre. La seule opération militaire qui prévoit réellement une retraite, c'est un raid. On y va, on atterrit, on fait ce qu'on a à faire et on planifie le retrait. Mais aucun plan militaire n'inclut un plan de repli, parce qu'on part simplement du principe qu'on va réussir. Si on nous ordonne de battre en retraite, cela signifie qu'on a perdu. Et on n'aime pas perdre. Mais ici, la sortie ne passera pas par la victoire. Nous n'en avons pas les moyens. Tu veux déployer des troupes, des bots sur le terrain. C'était ça, le point que j'essayais de faire valoir. C'était ma guerre. J'ai fait partie de l'équipe qui a planifié une opération visant à envoyer 700 000 personnes au Moyen-Orient, dont des centaines de milliers de soldats sur le terrain pour vaincre l'Irak lors de la guerre du Golfe. Vous savez, il nous a fallu de nombreux mois de planification et de déploiement. Nous avons atterri sur des aérodromes ouverts. Aucune interdiction, aucun problème. On pouvait simplement y atterrir, garer les avions, débarquer les troupes, les rassembler et avancer sans aucune interférence. Nos navires accostaient dans les ports et pouvaient décharger à un rythme normal, ce qui nous permettait de renforcer les forces au sol. Comment Pete Hegseth envisage-t-il de faire entrer les forces américaines en Iran? Sur quels aérodromes comptes-tu atterrir, Pete? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tous les aéroports internationaux de la région étaient fermés et sous attaque. Tous les aérodromes militaires ont été frappés par les Iraniens. L'environnement opérationnel est tellement instable qu'il faudrait fuir et abandonner tous vos avions. Alors, où vas-tu atterrir, Pete? Où tes navires vont-ils accoster, Pete? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, les navires dans les ports que nous utiliserions étaient touchés et coulés. Pete Hegseth est un idiot. Et quiconque lui conseille que nous pouvons passer à une intervention terrestre en Iran est tout aussi idiot. Nous ne pouvons pas le faire. Physiquement, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas la capacité d'assaut amphibie nécessaire pour cela. Le général Berger, ancien commandant du corps des marines, avait mis en garde contre cela lorsqu'il a pris ses fonctions. Lorsqu'il est devenu commandant, il a examiné ses responsabilités afin de s'assurer que le corps des marines pouvait remplir les missions assignées par l'autorité nationale de commandement. Il a lu la stratégie de défense nationale et les directives du département de la Défense, et il a déclaré
Nous ne pouvons pas faire cela, car nous sommes liés à un système hérité de grands navires d'assaut amphibies. Nous y embarquons des centaines de marines, nous les faisons naviguer près des côtes, et si l'un de ces navires est coulé, nous sommes fichus. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faudrait faire ici. Nous devrions prendre de force un port iranien, puis prendre de force des aéroports, et ensuite tenter de débarquer des centaines de milliers de soldats sous le feu ennemi. C'est quelque chose que nous avons fait, par exemple, lors du débarquement en Normandie, mais cela a demandé beaucoup de temps de préparation. Ce sont des choses que nous avons faites pendant les campagnes insulaires dans le Pacifique, mais c'était des opérations très sanglantes. Et à l'exception de la Normandie, nous n'avons jamais envahi un territoire aussi vaste que l'Iran. Alors disons que nous débarquons à Chabahar. Et ensuite, tu vois Pete, je suis celui qui a réellement contribué à planifier cette opération, le plan d'opération pour que les Américains déploient des forces en Iran afin de répondre à une invasion soviétique. Donc je l'ai réellement fait, Pete. Et Sullivan's member Dieu dit ce biwar fait. Et le burst de power comme si c'était tout ce word. So stop talking as if you can do it. You are going to war with what you have, and what you have. Vous partez en guerre avec ce que vous avez, et ce que vous avez n'est pas suffisant. Vos généraux vous avaient prévenu que ce ne serait pas suffisant. De plus, il y a ici deux compteurs qui tournent. Le premier concerne la disponibilité des ressources. Comme je l'ai dit, il manque de munitions très rapidement. Mais il y en a un autre aussi, car pendant que nous parlons, les installations d'Aramco sont en flammes. Pendant que nous parlons, les terminaux gaziers du Qatar sont attaqués et le Qatar a cessé d'expédier du gaz naturel liquéfié. Pendant que nous parlons, le détroit d'Ormuz est fermé. D'ici la fin de la semaine, l'Europe va hurler. D'ici la fin du mois, l'Europe sera morte. D'ici la mi-mois, les Américains vont hurler. Et c'est la réalité. Ce président ne sera pas capable de résister aux pressions politiques exercées sur lui à l'intérieur du pays, sur le plan national, et à l'étranger, sur le plan mondial, en raison des conséquences de cette guerre d'agression illégale. Et c'est pourquoi il est si important de continuer à le souligner. Parce que les gens disent, eh bien, qui s'en soucie? Trump s'en moque. Le monde, lui, s'en soucie. Car voyez-vous, si l'Iran possédait réellement une arme nucléaire menaçant la paix et la sécurité internationale, le monde se serrerait la ceinture et serait prêt à faire ce qu'il faut pour se débarrasser de l'Iran. Mais il s'agissait d'une guerre de choix. Elle n'avait pas besoin d'être menée. L'Iran avait déjà concédé tout ce qui était nécessaire pour garantir qu'il n'aurait jamais de voie vers l'arme nucléaire. Et pourtant, nous sommes allés en guerre. Alors, tu sais, Pete Hegg a dit ce truc, tu parles fort, hein? Mais même si nous avions 500 000 soldats que nous pourrions envoyer en Iran, le temps de les préparer, nous serions à court de munitions. Et le monde entier hurlerait pour mettre fin à cette guerre. Donc la seule façon d'en sortir, c'est que les États-Unis reconnaissent que leur présence au Moyen-Orient n'est plus viable et qu'ils se retirent définitivement des bases militaires qu'ils ont établies. Et cela coïncidera avec le fait que les États arabes du Golfe déclareront eux aussi que les États-Unis ne sont plus les bienvenus sur leur territoire. Et quand cela arrivera, Israël se retrouvera isolé et sera contraint de freiner ses ambitions de grand Israël. Parce que les États-Unis ne le feront plus là pour lui tenir la main. Et alors, et seulement alors, je crois que l'Iran fera marche arrière, car l'Iran ne peut pas reculer pour moins que cela. C'est une guerre de survie existentielle. L'Iran ne peut pas permettre que cette guerre s'arrête, surtout après les dommages qui ont été infligés. S'arrêter et permettre à l'autre camp de reconstruire sa force et ses capacités serait impossible. L'Iran gagnera cette guerre parce que les États-Unis n'ont pas assez de munitions. Si l'Iran met fin à cette guerre et accepte un cessez-le-feu,
Les États-Unis ne referont pas cette erreur. En ce moment, l'Iran va gagner parce que nous avons déclenché quelque chose que nous ne contrôlons pas. L'Iran gagne en poursuivant cet effort, car c'est lui qui a le contrôle. Ils s'y sont préparés, ils ont suffisamment de missiles pour continuer à tirer, même après que nous ayons épuisé nos munitions. Et parce qu'il s'agit d'une question existentielle, leur population sera prête à payer un prix plus lourd que par exemple celle de l'Europe, qui ne peut pas justifier cette guerre, n'y était pas préparée et subit déjà les conséquences économiques de son soutien à une autre guerre illégale en Ukraine. L'Iran a donc tous les avantages ici. Militairement, ils sont mieux préparés que les États-Unis et Israël. Économiquement, ils sont en train de déstabiliser l'économie mondiale si cela continue. Et politiquement, ils se trouvent du bon côté de l'histoire. Ils ont la légitimité de tout ce qu'ils font. Cette guerre se termine donc par la défaite stratégique des États-Unis, ou bien les États-Unis détruisent l'Iran et font s'effondrer le régime. Mais je ne vois pas cela se produire. L'opinion publique américaine joue-t-elle un rôle dans tout cela? En 2003 et 2005, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, la plupart des Américains se sont ralliés au drapeau, et ce n'est que progressivement, douloureusement, après la résistance de 2007, que l'opinion publique a commencé à changer. Cette fois-ci, un sondage Reuters montre que plus de 75% des Américains s'opposent à la guerre. Je me demande, à mesure que de plus en plus de corps rentrent au pays, si cela fera encore plus basculer l'opinion contre la guerre. Et, plus important encore, est-ce que cela aura le moindre impact sur les élites dirigeantes? Eh bien, tout d'abord, lorsque nous parlons de l'élite dirigeante en Amérique, nous parlons d'une nation qui a renoncé à son statut de république constitutionnelle. Nous fonctionnons désormais comme un culte de la personnalité, avec un dictateur, Donald Trump, fermement aux commandes. La seule manière de menacer Donald Trump à ce stade est de le vaincre dans les urnes en novembre, lors des élections de mi-mandat, et de donner le pouvoir à un Congrès capable de le destituer et de le condamner. Il est bien en voie d'accomplir cette tâche car en ce moment, les Américains se réveillent encore le matin en se frappant la poitrine à propos de Maduro, comme c'était merveilleux, comme c'était facile, comme c'était rapide. Et ils continuent de boire la potion magique en croyant que tout cela sera merveilleux, rapide et magnifique. Oui, nous avons perdu 4 Américains. Oui, c'est horrible. Mais mon Dieu, nous avons tué Ali Khamenei et 46 membres des gardiens de la Révolution. Et ils vont s'effondrer. Les Iraniens vont abandonner. Ils vont abandonner. Et puis le lendemain matin, nous réalisons qu'ils n'abandonnent pas. Une semaine plus tard, nous réalisons qu'ils n'abandonnent toujours pas. Et ensuite, quand nous commençons à payer plus cher à la pompe, quand nous voyons des perturbations dans notre propre commerce, je veux dire, que se passe-t-il quand le prix du diesel explose et que nous ne pouvons plus nous permettre d'expédier ces fruits, ces légumes et ce matériel électronique à travers le pays et que les rayons de Walmart se vident? Alors, les gens commencent à se réveiller et ils verront enfin que les paroles prononcées par Pete Hegseth, le président et d'autres sont creuses, des mensonges qu'on leur a menti tout ce temps. Ils comprendront qu'il n'y avait aucune raison pour cette guerre, qu'il s'agissait d'une guerre de choix, non d'une guerre de nécessité. Et ils se mettront en colère, ils deviendront furieux. Ils voteront pour n'importe qui sauf Trump ou pour quiconque soutient Trump lors des élections de mi-mandat. Et alors nous aurons un changement de régime. C'est une guerre de changement de régime qui est menée en ce moment. Mais malheureusement pour le peuple américain, ils pensent qu'en tuant Ali Khamenei, nous avons changé le régime en Iran. Nous ne l'avons pas affaibli, nous l'avons simplement renforcé.
Et pour Trump, ce qu'il va comprendre, c'est que lorsqu'on fait campagne sur une plateforme de paix, lorsqu'on se présente comme le président de la paix, lorsqu'on promet de ne pas nous entraîner dans une guerre sans fin, peu importe ce que Pete Hegseth peut dire aujourd'hui, du genre, c'est pas une guerre sans fin, cette guerre a une fin. Non, c'est une guerre sans fin, et la seule fin qu'elle connaisse, c'est ta reddition. Et le peuple américain ne t'a pas élu pour nous embarquer dans une guerre que nous perdrions. Donc je pense qu'il y aura des conséquences politiques terribles pour ce président s'il perd cette guerre. Et encore une fois, à moins qu'un changement radical ne se produise, la seule chose que nous ignorons et sur laquelle il faut maintenant prendre du recul, c'est, vous savez, je crois l'avoir déjà dit ici, l'armée américaine est très compétente. Je veux dire, si vous pensez le contraire, alors vous ne connaissez rien à la guerre. L'Iran est en train de se faire pilonner en ce moment. Pilonner. Les dégâts infligés sont incroyables. Les infrastructures détruites représentent, vous savez, entre les États-Unis et Israël, des milliards de dollars de dommages. Le gouvernement iranien s'y était préparé, mais aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi, et l'ennemi a toujours son mot à dire. Et donc, ce que nous ignorons, c'est s'il existe des possibilités ou des conséquences invisibles à cette action. Le gouvernement iranien est-il aussi coupable que les États-Unis de lancer des paroles creuses? Promettent-ils une longue campagne de tir de missiles balistiques, tout en cachant le fait que les États-Unis ont détruit la grande majorité des missiles en stock? Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais je dirais ceci. Le gouvernement iranien a un passé de véracité. Le gouvernement américain, non. Et donc, à ce stade, je suis plus enclin à croire ceux qui disent la vérité plutôt que ceux qui mentent à répétition. Je voulais vous interroger sur le rôle de la Russie dans cette affaire. Il y a certains rapports concernant des déclarations russes en soutien aux Émirats arabes unis. Ce sont des déclarations indirectes citées par Al Jazeera, affirmant que les Russes se seraient exprimés contre les Iraniens en faveur des Émirats. Je n'ai aucun moyen de le vérifier puisque je ne lis pas le russe. Mais dans l'ensemble, pourriez-vous nous parler du rôle de la Russie et de la manière dont elle perçoit l'évolution de ce conflit? Eh bien, je voudrais simplement souligner que la Russie dispose d'un cadre de sécurité stratégique avec l'Iran. La Russie n'a pas de cadre de sécurité avec les Émirats arabes unis. Il serait donc très étrange que le gouvernement russe prenne le parti des Émirats dans ce contexte. En revanche, la Russie entretient un lien financier avec Dubaï. À l'heure où nous parlons, des milliers de touristes russes sont bloqués à Dubaï et semblent passer du bon temps. Ils font du parachutisme en plein milieu d'attaques de drones, parce que, après tout, pourquoi pas? Ce sont des Russes et ils s'en moquent. Mais avec la Russie, il faut penser à la vision d'ensemble. Tout d'abord, la Russie ne tire aucun avantage d'une catastrophe mondiale. La Russie ne tire aucun avantage du chaos. Beaucoup de gens affirment en ce moment que, puisque le prix du pétrole est sur le point d'exploser, c'était l'objectif de la Russie depuis le début. Non, parce que cela est réversible. La Russie ne joue pas sur le marché au comptant. La Russie joue sur le long terme. J'ai parlé à plusieurs ambassadeurs russes qui m'ont dit que ce que la Russie recherche, c'est la stabilité, car elle engendre la prévisibilité. Le monde peut être mauvais, difficile, mais s'il est prévisible, alors la Russie est capable d'élaborer des politiques pour faire face à ces problèmes. Ce qui rend la vie difficile, c'est l'imprévisibilité. Lorsque la situation oscille sans cesse, dans tous les sens, le chaos. Ce n'est pas ce que veut la Russie. La Russie ne veut pas de chaos avec l'Europe. La Russie ne veut pas de chaos avec les États-Unis. La Russie ne cherche même pas la défaite des États-Unis, car la défaite des États-Unis créerait un vide mondial générateur de chaos. Et cela pose problème pour la Russie.
chaos, and that's problematic for Russia. So Russia's job in all this from a strategic Ainsi, le rôle de la Russie dans tout cela, d'un point de vue stratégique, est de favoriser la stabilité, mais de le faire de manière à garantir la survie continue de l'Iran tel qu'il se présente actuellement, à savoir la République islamique d'Iran. Non seulement l'Iran a été un allié et un ami de la Russie dans ses moments de besoin, mais la Russie dispose de ce corridor économique nord-sud qu'elle cherche à développer et qui revêt une grande importance pour elle, non seulement en termes de bénéfices économiques à court terme, mais aussi sur le plan stratégique, car il permet à la Russie d'opérer sur des lignes de communication intérieures plutôt que d'être dépendante de lignes maritimes susceptibles d'être interceptées par une puissance navale américaine supérieure. La Chine aussi, la nouvelle route de la soie reliant l'ouest de la Chine par voie ferrée à travers l'Asie centrale jusqu'à l'Iran, a un intérêt direct. Leur objectif est la survie de l'Iran et la stabilité de la région. Je pense donc qu'ils vont reconnaître que l'Iran s'est retrouvé, non pas par ses propres actions ou par choix, mais à cause des actions des États-Unis et d'Israël, dans une guerre d'ampleur existentielle. De la même manière que la Russie a déclaré qu'elle ne pouvait accepter un cessez-le-feu en Ukraine qui ne résout pas les causes profondes de cette guerre, l'Iran ne peut accepter un cessez-le-feu dans ce conflit si celui-ci ne fait que perpétuer les causes profondes du conflit, car cela ne ferait que garantir que la guerre se reproduira. Et la prochaine fois, les parties seront mieux préparées. Je pense donc que la Russie comprend que ce conflit doit suivre son cours, un cours qui aboutira à un changement fondamental dans l'alignement géopolitique et la réalité du Moyen-Orient, un changement qui encouragera le retrait des États-Unis de la région. Je crois aussi que la Russie cherchera à contenir les Iraniens dans leur utilisation de l'arme économique. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie de voir la sécurité énergétique s'effondrer. Je pense donc que les Russes passent beaucoup de coups de fil, mènent une intense diplomatie en coulisses et attendent le moment où les États-Unis diront « Il faut qu'on sorte de cette affaire. Il faut qu'on sorte de cette affaire. » Et quand ils diront cela, la Russie répondra « Très bien, nous pouvons vous aider à ce sujet. » Parce que la Russie ne cherche pas la défaite stratégique des États-Unis. La Russie cherche à mettre fin à ce conflit selon des conditions favorables à son allié et ami, l'Iran. Mais elle ne veut pas tout détruire pour y parvenir. Je pense donc que c'est le rôle de la Russie en ce moment. Je veux dire, elle ne voulait pas que cette guerre éclate. Elle a préparé l'Iran autant que possible à survivre aux conséquences d'une guerre. Mais désormais, son rôle consiste essentiellement à gérer le chaos, à tenter de rétablir l'ordre et la stabilité, et à être prête à offrir une issue diplomatique si et quand l'occasion se présente. Et les États du Golfe seront-ils en mesure d'accepter ce type de médiation russe, si l'on peut dire, et d'accepter de ne pas être un vassal des États-Unis? Ou bien sont-ils trop dépendants des États-Unis et incapables de dire aux Américains « Allez vous faire voir ». Eh bien, nous ne savons pas comment tout cela va se terminer. Ce n'est encore que le 3e jour. Nous savons qu'il y a de grandes foules chiites à Bahreïn qui acclament chaque missile iranien qui touche sa cible. Quel est l'avenir de la famille Khalifa? Nous savons aussi que les Émirats arabes unis font face à une catastrophe économique. Donc, si vous voyez s'effondrer votre statut de pôle économique, de centre bancaire du Moyen-Orient, parce que vous vous êtes aligné sur les États-Unis et qu'ils sont incapables de vous défendre, pensez-vous qu'il est peut-être temps d'opérer un réalignement, un ajustement de politique? Nous en sommes encore au début, mais je pense que ce que vous allez voir, ce sont des nations qui réalisent que les États-Unis ne sont plus capables d'assurer la sécurité qu'ils garantissaient autrefois.
the United States is incapable of providing the security that had once been guaranteed. And once that becomes a statement of fact, a statement of reality. Et une fois que cela devient une affirmation de fait, une affirmation de réalité, vous prendrez la bonne décision. Je ne crois pas non plus que les États-Unis seront en mesure de rester dans la région. Leurs bases sont en train d'être démantelées. D'ici la fin de ce processus, plus de 100 milliards de dollars d'infrastructures militaires américaines auront été éliminés. Où allons-nous trouver l'argent pour reconstruire? Cela devient donc une sorte de problème qui se résout de lui-même. Nous partons parce qu'il n'y a plus rien sur quoi se reposer. Et puis l'autre aspect, c'est que le changement de régime est une arme à double tranchant. Je ferai remarquer que certains de ces régimes dans les États arabes du Golfe pourraient ne pas survivre à cette guerre. Le Bahreïn pourrait très bien tomber. Et si le Bahreïn tombe, quelle passion cela va-t-il déclencher? Que se passera-t-il pour le Koweït? Que se passera-t-il pour l'Arabie saoudite? Je veux dire, n'oublions jamais que si le Yémen, si les Houthis s'engagent stratégiquement, ils sont tout à fait capables d'envahir l'Arabie saoudite et d'en occuper jusqu'à un quart, en revendiquant ce territoire comme le leur, à juste titre selon l'histoire, car il leur appartient. Les Saoudiens l'ont volé. Ainsi, le démantèlement potentiel de l'Arabie saoudite, l'affaiblissement de la famille Al Saoud, la perte de contrôle sur les provinces orientales où se trouve le pétrole. Je veux dire, c'est un problème. On peut dire la même chose des Émirats arabes unis. Ces princes gâtés et parfumés qui gouvernent les États arabes du Golfe depuis si longtemps, capables de mener leur vie ostentatoire grâce au parapluie sécuritaire fourni par les États-Unis, capables de comploter secrètement dans le dos des Iraniens pour les trahir. Ce sont les mêmes qui ont passé des coups de fil à Donald Trump en lui disant « Vas-y, vas-y, vas-y ». Donald Trump, do it, just win. Do it, but make sure you win. Gagne simplement. Fais-le, mais assure-toi de gagner. Tu sais, ils sont maintenant confrontés au fait que Trump l'a fait, mais qu'il ne va pas gagner, et ils doivent en payer le prix. Il y a donc beaucoup d'incertitudes quant aux résultats. Je vais ajouter une chose de plus. Il parle des conséquences imprévues d'un conflit. Les Britanniques, dans toute leur stupidité impériale, ont décidé qu'ils voulaient jouer un rôle dans ce conflit, qu'ils ont soudainement décidé d'être pro-israéliens. Et donc, l'Iran a tiré des missiles contre des bases britanniques à Chypre. Qu'a fait le gouvernement grec ce matin? Ils envoient des chasseurs F-16, ils envoient de la défense aérienne, ils envoient des navires de guerre. Maintenant, que penses-tu que sera la réponse de la Turquie? Parce que la dernière fois que la Grèce a déployé des forces militaires à Chypre, la Turquie a envahi. Et la Turquie ne va pas rester les bras croisés et laisser la Grèce recommencer. Nous pourrions donc très bien voir, dans un avenir très proche, une nouvelle guerre régionale entre la Turquie et la Grèce. Et ce ne sera pas joli à voir, n'est-ce pas? L'OTAN se battant contre elle-même. Et ce sera une guerre d'ampleur existentielle. Car la Turquie cherchera à porter le coup de grâce à la Grèce. Ils ne vont pas tolérer cela. Et alors que fera l'OTAN? L'OTAN est déjà distraite et affaiblie par l'Ukraine. Je veux dire encore une fois, Pete Hegseth est un idiot parce qu'il a lancé quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a mis des choses en mouvement. C'est devenu incontrôlable. Et le chaos s'est répandu partout. Qui aurait pu imaginer que quelques missiles iraniens en Eurasie ouvriraient la porte à ce genre de chaos? Nous en resterons là. Les Iraniens l'ont imaginé parce qu'ils connaissent mieux le monde que nous. Les Iraniens sont mieux préparés que nous. Les Iraniens sont plus intelligents que nous. Donc je pense que les Iraniens comprennent parfaitement ce qu'ils font. Posez-vous cette question. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas encore frappé la base aérienne d'Incirlik? La base aérienne d'Incirlik est l'installation militaire américaine située près d'Adana, dans le sud de la Turquie. Elle abrite les I-3 AWACS qui survolent la région et assurent le commandement et le contrôle pour la défense d'Israël. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas frappé Incirlik?
La réponse, c'est que l'Iran a frappé Chypre. Et si vous faites le lien, vous saurez exactement ce qui se passe. Les Iraniens sont plus intelligents que tout le monde. C'est comme ça. En effet. Nous allons nous arrêter là, Scott. C'était vraiment utile pour comprendre les développements en cours. Merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie. Eh bien, merci beaucoup. Et espérons simplement que je me trompe sur toute la ligne, que la paix éclate, que la guerre prenne fin, que la stabilité revienne et que les gens cessent de mourir. Mais je tiens à rappeler à tout le monde que la première salve envoyée contre l'Iran a touché une école de filles et tué plus d'une centaine de jeunes filles. Alors, s'il doit un jour y avoir vengeance, souvenez-vous simplement quelques coteaux se trouve la plus justification pour l'infliger à l'autre. En effet. Et cela vient après le génocide en Palestine que nous avons vu. Nous savons qu'un camp est tout à fait capable de commettre un génocide. Alors, Scott, merci encore. Passe une excellente fin de journée. Toi aussi. Thanks. Have a wonderful rest of the day ahead. Thanks. You too. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.